Le CM, c'est quoi? C'est donner du conseil aux entreprises pour les financer en partie par des capitaux et non pas par de la dette. Beaucoup d'étudiants viennent me voir et me disent je veux faire de l'ECM. Pourquoi? Parce que c'est un peu en entre-deux entre la corpo et le marché, et comme je veux faire aussi du marché et que j'aime bien la corpo, je veux faire de l'ECM. Ça marche pas du tout. Quand on rentre analyste en première année, selon les banques, on peut espérer être un peu en total package, un peu en dessous de 100 ou un peu au-dessus de 100 000 euros. Il faut pas arriver en entretien et dire mon rêve c'est de rejoindre Société Générale et j'ai envie de faire 30 ans de banque. Ça n'existe pas. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, tu es associate ECM chez Société Générale. Merci beaucoup de partager ton expérience dans le Choose Your Career, le podcast de Training You pour mettre en avant des parcours, des métiers auprès des jeunes. La première question du podcast est toujours très générale. Peux-tu te présenter et rappeler les grandes étapes de ton parcours académique et professionnel? D'abord, un grand merci pour l'invitation. Training You, c'est un groupe que je suis depuis pas mal de temps. Notamment quand j'étais étudiant, j'ai pu regarder certaines vidéos qui m'ont aidé à comprendre un peu les métiers de la finance. Et je suis content aujourd'hui de partager mon expérience. Donc moi, comme tu l'as dit, c'est Sébastien. Je suis Associate 2 dans l'équipe Société Générale, donc une équipe French Team Large Cap, où on couvre la France, le Benelux et désormais aussi les Nordics. J'ai eu un parcours très classique où j'ai fait 2 ans de prépa, une école de commerce, donc l'EDEC. J'ai pu faire quelques stages, notamment 2 de césure, donc 6 mois en audit chez Deloitte et 6 mois chez HSBC en ECM, qui m'ont mené naturellement ensuite en ECM à la Société Générale, parce que j'avais vraiment bien aimé ce stage. Et donc aujourd'hui, je contribue depuis 4 ans à l'ECM chez Société Générale. Ce que j'aime, au-delà de ça, au-delà de mon métier, ce que j'aime faire dans la vie, c'est voyager, c'est faire du sport et c'est conseiller. Et c'est aussi pour ça que je suis content d'être là aujourd'hui, parce que j'aime beaucoup conseiller les personnes dans leur choix, dans leur métier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je participe à beaucoup de forums, que je réponds et j'essaye de répondre au maximum sur les appels LinkedIn, même si c'est compliqué. Et c'est pour ça que je suis content aujourd'hui de participer à ce podcast. Écoute, le plaisir est grandement partagé et nous on est aussi ravis, honorés de t'avoir pour parler de ton parcours et puis de l'ECM qu'on verra un peu plus tard dans le podcast. Avant, tu l'as rappelé, mais je reviens sur ton parcours académique. Tu es diplômé de l'EDEC, tu as aussi fait un échange à la Bocconi. À quel moment l'intérêt pour la finance est venu? Est-ce que c'était à l'école, déjà en amont, ou seulement à travers tes stages? Non, alors mon attrait pour la finance, ça finit très tardivement. En fait, je suis pas forcément voué à faire de la finance de par mon environnement et ma famille. Et même si j'ai un père qui est comptable quand même, faut le noter. Et donc en fait, je savais ce que j'aimais pas quand j'étais à l'école, mais je savais pas vraiment ce que j'aimais. Donc j'ai fait quelque chose d'assez large, donc une prépa. Je savais que les métiers de l'ingénierie me plaisaient pas forcément, donc j'ai choisi une prépa commerce pour faire une école de commerce. Et c'est ensuite seulement en école que je me suis vraiment plu, et je me suis dit bon, quel vraiment sous-secteur je préfère. Et c'est là où la finance est venue naturellement, parce que j'ai commencé à développer un attrait pour la bourse, pour l'investissement. Et donc c'est par là que la finance est arrivée. Et ensuite, ça s'est plus concrétisé sur la corporate finance, de par les forums auxquels j'ai pu participer, les questions que j'ai pu poser aux professionnels. Et c'est un métier qui me correspond plus. Comme je disais, j'aime donner des conseils. Et du coup, c'est plus dans la corpo qu'on va donner du conseil. Donc c'est comme ça que c'est venu. Donc c'est plus naturellement, et c'est plus en fin de parcours que j'ai eu cet attrait pour la finance. Puis on parle aussi beaucoup de finance dans une école de commerce comme l'EDEC. Pendant ta scolarité, tu as fait plusieurs stages en finance et le dernier, c'était chez HSBC en ECM. Oui. Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans ce métier et qui t'a convaincu de démarrer ensuite ta carrière en ECM? Alors, je dirais peut-être 3 choses. La première, c'est la diversité des dossiers sur lesquels on travaille. En fait, en ECM, on va être amené à travailler sur en permanence 5 à 10 dossiers qui sont dans des secteurs différents, dans des entreprises, pour des entreprises différentes, sur des produits différents. Et c'est cette diversité que j'ai vraiment appréciée. Deuxième chose, c'est l'attrait bourse. Comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à aimer investir, suivre la bourse. Et c'est vraiment en ECM qu'on a un peu cet aspect bourse et marché qu'on n'a pas forcément dans les autres métiers de la corpo. Et enfin, troisième point, j'attache quand même une grosse importance à mon équilibre de vie. Et je sais que dans des métiers plus demanding comme le M&A, on est amené à faire peut-être plus d'heures. Et donc c'est aussi pour ça que je voulais garder cet équilibre, et donc que j'ai choisi plus l'ECM. Donc intérêt pour l'ECM et
choix de débuter ta carrière dans ce métier. Tu Exact. le fais à la Société Générale. Oui. Tu es recruté en CDI en 2021 et tu es aujourd'hui associate. Donc tu as parcouru pour l'instant les différentes étapes, analyste, associate. Est-ce que tu Mm. peux retracer ce parcours au sein de la banque et quelles ont été tes responsabilités, ton rôle, tes missions à chaque étape? Alors en fait, les grades, hein, en ECM, c'est un peu pareil que dans les autres métiers de la corpo. On va commencer analyste, 3, 4 ans, enfin ou 2 ans, ça dépend les banques. Puis associate, pareil, même durée, VP, etc. Et en fait, dans une petite équipe comme l'ECM, parce que en fait, en ECM, la plupart des équipes sont assez réduites. Nous, encore, Société Générale, on est une grosse équipe, on est 10. Mais ça peut être des équipes de 3, 4, 5 sur Paris en ECM. Et en fait, qui dit petite équipe, dit qu'on va avoir des responsabilités tout de suite, rapidement. Et on va pas se cantonner au rôle d'analyse qui va être quelque chose de précis, puis associé de quelque chose de précis. En fait, c'est une transition un peu smooth qui se fait. Et moi, par exemple, quand j'étais analyste 1, j'ai pu déjà travailler sur des pitchs et des sujets avec des MD. Donc, en fait, c'est une transition qui se fait vraiment en douceur. Mais concrètement, au début, en tant que stagiaire puis analyste junior, on va commencer par faire beaucoup de production, du benchmarking, de l'update de slides, suivi de la presse, etc. Et plus on monte vers un rôle senior, plus on va développer des skills de communication, de réponse aux clients, de pitch. Et donc c'est en ça que le métier change petit à petit d'un métier de production à un métier entre deux. Donc c'est ce que j'ai actuellement en associate. Un peu de production, un peu de communication et de faire un peu l'entre-deux entre les seniors et les juniors. C'est un rôle de pivot en fait, entre Exactement. les jeunes et les plus seniors. Exactement. Et en fait, la différence qu'il y a peut-être avec d'autres métiers, c'est que en ECM, quand on est associate, même si on est associate junior, donc associate 1 ou 2 comme moi, on va avoir tout de suite potentiellement le même rôle qu'un VP, dans la mesure où on gère la personne qui est en dessous, le stagiaire, l'analyste, et on est en relation directe avec le directeur ou le managing director. Donc en fait, on a un peu ce rôle d'entre-deux qui est très intéressant et qui est complètement différent quand même du rôle auquel j'ai commencé en première année en analyste. Alors j'ouvre la partie consacrée à l'ECM. L'ECM, c'est un terme qui est parfois un peu flou pour beaucoup d'étudiants et jeunes diplômés. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que signifie Equity Capital Markets? Ok, donc ça c'est une question à laquelle je réponds souvent parce que des personnes de ma famille ou de mon entourage qui font aussi pas forcément de finance me demandent qu'est-ce que ça veut dire, et je réponds assez simplement, j'essaie de leur faire comprendre que l'ECM c'est quoi? C'est donner du conseil aux entreprises pour les financer en partie, surtout c'est ça, par des capitaux et non pas par de la dette. Donc concrètement on peut avoir comme client donc, des entreprises de grosse taille qu'on va conseiller pour financer soit une acquisition, soit restructurer de la dette. On peut aussi avoir des entreprises en clients qui sont plus petites, qui ne sont pas forcément en bourse et pour lesquelles on va les accompagner dans leur parcours pour s'introduire en bourse. Et troisième chose qui fait la diversité de l'ECM, on va aussi conseiller des actionnaires, donc des personnes qui détiennent des actions, un grand nombre d'actions d'entreprises cotées, pour monétiser ces actions. Et ça, c'est du coup un autre deal qu'on fait pour les aider à vendre des blocs d'actions. Alors on va effectivement entrer dans chacune des grandes opérations de l'ECM, mais avant c'est important de rappeler que l'ECM c'est du conseil en financement et pas du financement. Les équipes ECM ne financent pas elles-mêmes les entreprises, mais conseillent les entreprises sur leur financement Exactement. en equity, sur les marchés financiers, actions, et du coup pas en dette comme tu l'as rappelé. Exact. Quelles sont les principales opérations en ECM? Est-ce que tu peux nous les rappeler? Est-ce que tu peux les définir concrètement? Et puis nous donner peut-être un exemple pour chaque type d'opération. Ok, donc le métier de l'ECM est très diversifié. On a, je dirais, 4 gros produits, 4 grosses familles de produits. Le premier qui est, on dirait, le plus prestigieux, c'est l'introduction en bourse. Pourquoi le plus prestigieux? C'est parce que même si souvent ça va être des deals de plus petite taille que des augmentations de capital par exemple, en fait on va faire un travail pendant 1 à 2 ans avec le management de l'entreprise. On va l'accompagner pour savoir se définir auprès du marché, pour savoir que mettre en avant, la valoriser. Puis ensuite, on va faire tout un travail de documentation d'offres, un travail marketing, de targeting d'investisseurs. Et donc ça, c'est vraiment le deal le plus prestigieux. Et ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de temps. Un exemple, j'ai pu travailler sur l'introduction en bourse d'Exosens l'année dernière. Société Générale avait le rôle de John Bookrunner sur ce deal-là. Est-ce que tu peux expliquer le terme du coup Exact, pas de souci. Alors en gros, en ECM, en général, en Europe du moins, on a deux gros
rôles possibles. Le premier, c'est coordinateur global. On peut être seul ou on peut être une, deux, trois banques, selon la taille du deal, selon la nécessité du placement. Un coordinateur global va vraiment accompagner l'entreprise de A à Z et intervenir sur tout le process. Le John Book Runner intervient un peu à la fin du deal, surtout pour une introduction en bourse, où en gros, il va moins faire tout cet aspect equity story, valorisation, préparation de la documentation. Ce qu'il va faire, c'est plus un effort de placement et de recherche, dans la mesure où sur l'introduction en bourse, on a l'analyse de recherche qui va publier une note un analyse de recherche du John Book Runner qui va publier une note sur l'entreprise. Et on a aussi une force de distribution qui va être mise au service de l'introduction en bourse chez les John Book Runner. Donc c'est ça concrètement que la différence entre les deux rôles. Ce qui a fait la différence pour faire une introduction en bourse d'Exosens, c'est son marché de la défense qui est très porteur en ce moment. Deux, c'est son profil financier, avec déjà en fait ce que recherchent les investisseurs et ce qui est très différent d'avant, c'est qu'aujourd'hui les investisseurs vont chercher à la fois de la profitabilité, mais à la fois de la génération de cash, de la croissance, donc c'est assez compliqué et Exosens répondait à ces besoins-là. Donc c'est pour ça que c'est un candidat naturel et que l'introduction en bourse a été un gros succès. Donc voilà pour le premier Qu'est-ce qui peut deal. faire capoter ou dysfonctionner une introduction en bourse qu'on appelle aussi une IPO en anglais, Initial Public Offering? Alors peut y avoir deux gros facteurs. Le premier, c'est le facteur marché, où en gros, si du jour au lendemain le marché se dégrade, gros événement volatilité, Liberation Day par exemple en avril dernier, on rentre sur une période de 1 à 2 semaines avec de la vol et donc impossible de pricer son opération. Donc l'opération va être soit annulée tout simplement, soit reportée ultérieurement. Parce que c'est important de fixer en fait un prix d'introduction et si jamais le marché baisse, du coup ton prix est un peu plus décorrélé du marché actuel. Fait, et il y a deux choses, c'est que l'actionnaire qui est actionnaire actuel de l'entreprise, s'il veut être en bourse, il va vouloir avoir une certitude d'à quel prix ça va être mis en bourse, quelle valorisation. Mais à côté de ça, on a aussi des investisseurs dans le marché qui vont vouloir potentiellement souscrire à l'opération. Mais s'il y a de la grosse volatilité sur le marché, l'investisseur ne va pas vouloir prendre de risques et donc il ne va pas vouloir investir dans l'opération. Donc il y a ces deux choses-là qui font que, en fait, si le marché n'est pas là, on ne peut pas lancer le deal. La deuxième chose, c'est plus propre à l'entreprise elle-même. Si par exemple on est en période de marketing, on est proche de sortir l'opération parce qu'elle est déjà rendue publique et un pair dans le secteur très proche, incomparable, publie des mauvais résultats par exemple, ou un profit warning, dans ce cas-là, l'opération ne pourra pas se faire parce qu'il y a tout de suite un désintérêt pour le secteur, une grosse prudence. Et donc, c'est même pas lié à l'entreprise en elle-même, mais à son secteur, à son marché. Exactement. Donc en fait, et troisième point, je dirais, c'est si tout simplement on n'a pas la demande nécessaire, si on a fait notre effort marketing et qu'à la fin, la valorisation obtenue potentielle ne convient pas aux actionnaires, on ne sortira pas l'introduction en bourse. Il y a aussi une distinction parfois qu'on fait entre IPO primaire et IPO secondaire. Est-ce que tu peux rappeler cette différence? Exact. Alors, il faut savoir que souvent, elle peut être aussi les deux. L'IPO, elle peut être primaire et secondaire. En fait, on a une partie primaire qui va servir au financement de l'entreprise. C'est des actions primaires dans des actions nouvellement émises. C'est une sorte d'augmentation de capital déguisée, en fait. Et donc, ce primaire-là va pouvoir servir à différentes choses, soit à déleverager l'entreprise pour atteindre des niveaux de levier qui sont en ligne avec ses pairs, soit financer une potentielle acquisition, financer des CAPEX. Donc ça peut être un financement général, mais concrètement, ce qu'on conseille, nous, aux entreprises, c'est de donner une indication sur le primaire qui va être très justifiée et très bien communiquée au marché pour que les investisseurs comprennent concrètement très bien où c'est qu'ils investissent et quel sera potentiellement le retour sur cet investissement. Donc ça, c'est le primaire. Le secondaire, à l'inverse, c'est donc des actions qui existent déjà et qui sont vendues par les actionnaires. Et donc c'est aussi un des principes de l'IPO et des rationnels de l'IPO, c'est permettre aux actionnaires qui sont investis de monétiser une partie de leur participation. De cash out, quoi. Ouais. Exactement. Ok, alors peut-être je te laisse poursuivre sur donc voilà, ça c'est l'IPO, en fait, c'est vraiment l'opération qui est la plus complexe, qui peut être faite de diverses manières. C'est pas forcément celle que tu fais le plus, il n'y en a pas énormément. Exactement. Des IPO en fait, dans une année en France. Et nous, dès qu'il y en a une, en fait, dès qu'on a le rôle majeur sur cette opération, donc le rôle de coordinateur global, ça va nous prendre déjà tout de suite énormément de temps parce que on travaille main dans la main avec le management, avec les actionnaires, et donc c'est un process très long et qui prend beaucoup de temps. Ça peut être, à titre d'exemple, je dirais 3-4 heures par jour pendant 6 mois, puis après, plus on s'approche de la sortie de l'opération et plus on va prendre du temps là-dessus. Donc en fait, on travaille vraiment beaucoup dessus. Si je switch sur un autre type d'opération, c'est l'ABB.
Donc il peut être aussi primaire et secondaire. Mais l'ABB secondaire, concrètement, c'est quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure, quand un actionnaire... ABB, on peut rappeler Accelerated Book Building, voilà. ou en gros, qui veut dire quoi? Qui veut dire construction d'un livre d'ordre accéléré. En gros, concrètement, c'est quoi? C'est je suis actionnaire d'une boîte, j'ai 4-5% du capital, je veux monétiser cette participation. Je peux pas aller sur mon compte de trading Boursorama et vendre mes actions, ça c'est pas possible parce que ça impacterait trop le marché et on n'aurait pas l'acheteur en face. Donc ce qu'on fait, c'est l'actionnaire va passer par une banque ou plusieurs banques qui vont placer ses actions auprès d'investisseurs institutionnels qui soient donc long only. Ce qu'on appelle long only, c'est des investisseurs qui ont une vision long terme, des investisseurs entre guillemets de qualité, et des investisseurs hedge funds qui vont eux faire du volume et potentiellement par contre vendre leur participation très rapidement dans le marché juste pour bénéficier en fait de la décote au moment de la BB. Et donc ça, c'est vraiment le deuxième type de deal. Et pourquoi il y a une décote du coup pour l'ABB? Alors, pourquoi il y a une décote? Parce que, souvent, ça c'est de manière triviale, plus il y aura une décote creusée et plus les investisseurs vont vouloir entrer dans ce deal. Mais en fait, ce qui fait la décote, il faut savoir, c'est pas nous, ECM, qui disons ok, on va pricer cette opération avec 10% de décote. En fait, c'est les investisseurs, au moment où le livre d'ordre va être construit, qui vont dire moi je veux telle quantité d'actions à tel prix. Et en fait, nous, on va faire un book, donc, un livre d'ordre où on va avoir une sensibilité de volume d'actions pour chaque prix, à 50 centimes près, on va dire. Et donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a un cliff à un certain endroit où à 5% de décote, il y a, je sais pas moi, 100 millions de demandes. Et tout d'un coup, à 3% de décote, il y a 0. Et donc en fait, cette décote va être autour de 5%. Parce que tu dois forcément fixer le même prix pour l'ensemble des acheteurs. Parce que l'ensemble des acheteurs doivent avoir le même prix. Et donc en fait, c'est plutôt les acheteurs qui eux-mêmes vont faire la décote plutôt que nous, ECM. Donc nous, en amont, on va conseiller l'entreprise, on va lui dire, l'actionnaire, on va lui dire, nous, on pense que la décote s'étuera entre 6 à 8%. Mais ensuite, c'est au moment du livre d'ordre, c'est vraiment les investisseurs qui... C'est l'acheteur qui décide en fait à quel prix vraiment il veut acheter et le nombre d'actions demandées. Et cette décote, en fait, elle se fait beaucoup sur la liquidité de l'entreprise. En fait, moins l'entreprise va être liquide, plus ça va être difficile à placer, donc plus la décote sera élevée. Au contraire, plus c'est liquide et moins la décote sera élevée. Elle se fait aussi sur le profil de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui est dans un secteur très dynamique, qui plaît, typiquement un bloc en défense va forcément avoir potentiellement une plus petite décote qu'un bloc dans l'auto par exemple. Donc c'est l'equity story aussi de l'entreprise qui fait. Et c'est ça en fait, et les conditions de marché aussi. En fait, plus les investisseurs sont en mode risk-on et veulent investir et ont les poches pleines de cash, et plus les décotes vont être serrées. Inversement, plus le marché est détérioré, plus les décotes vont être élevées. Alors du coup, on a parlé de l'IPO, on a mentionné l'ABB. Est-ce qu'il y a d'autres opérations emblématiques de l'ECM? Alors la troisième opération emblématique, qui je dirais en termes de prestige et entre l'introduction en bourse et l'ABB, c'est l'augmentation de capital avec maintien du DPS, donc en anglais la rights issue, où en fait là, c'est ni un ABB où en l'espace d'une semaine on peut le sortir, il y a très peu de documentation, on peut faire un sondage de marché qui est assez rapide, ni c'est une IPO qui va prendre potentiellement 1 à 2 ans à préparer. On est un peu dans un entre-deux où en fait ça va être souvent des opérations de grosse taille. Pourquoi? Parce que la rights issue, c'est justement le principe même de ce format-là, contrairement à un ABB primaire, c'est de lever plus de cash et d'être friendly pour les investisseurs. Pourquoi? Parce que en fait, chaque investisseur, au moment de la rights issue, va recevoir un droit de souscription pour une action possédée. Et donc, je ne vais pas faire tout le détail, mais en gros, en possédant ces droits, il peut souscrire à l'opération de manière préférentielle. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça shareholder friendly, parce que il détient des droits et s'il veut pas souscrire, il va vendre ses droits et donc il va monétiser sa dilution. Donc en fait, c'est à ça que sert ce format-là, lever plus d'argent et être plus pour les actionnaires existants. Ces formats-là, c'est surtout en fait souvent pour financer des grosses acquisitions. Et c'est dans ce format-là, dans cette opération-là, il n'y a pas de livre d'ordre comme une introduction en bourse ou comme un ABB. En fait, dans ce format-là, ça va être un process de 2 semaines environ où les droits vont coter sur le marché et ces droits-là vont permettre donc de souscrire à l'opération. Moi, si je suis actionnaire existant, je peux utiliser mon droit pour acheter de nouvelles actions, ou alors je peux le vendre sur le marché parce que je ne veux pas monter au capital ou j'accepte d'être dilué. Exactement, j'accepte d'être dilué, donc je vends et donc je touche de l'argent pour ma dilution.
Il y a aussi une stratégie que certains font, on appelle ça opération blanche, où en gros, j'ai des droits, je peux souscrire à 100% ou en partie. Et en fait, si je souscris en partie, je peux trouver un peu un endroit où, une quantité où je vais vendre une grosse partie de mes droits qui vont me faire de l'argent, et avec cet argent je vais investir dans des actions, je vais souscrire à l'augmentation de capital, et donc en fait globalement j'aurais investi dans 20 à 30% d'augmentation de capital par rapport à ma cote part à moi, mais j'aurais pas dépensé d'argent. Donc en fait ça c'est l'opération blanche. Pourquoi? Parce que je dépense pas d'argent et je souscris en partie à l'augmentation de capital. Il y a des sélectionnaires qui décident de pas du tout participer, mais ça envoie pas forcément un bon signal au marché. Et il y a des actionnaires qui participent à 100%, et c'est souvent ce qu'on voit, des gros actionnaires des références, parce que souvent une rights issue, ça peut être associé à une grosse acquisition. Si l'actionnaire principal de référence nous dit je souscris pas, ça envoie un très mauvais signal, parce qu'il ne croit pas forcément aux synergies aux synergies, à la story, etc., à la création de valeur. Et donc ce qu'on conseille, donc, c'est forcément que l'investisseur souscrive. Et en fait ça c'est un process qui va prendre entre 1 et 2 mois, parce qu'il y a un prospectus à rédiger, donc ça prend plus de temps au niveau de la doc. Et du coup, il y a aussi une période de roadshow, contrairement à l'ABB qui se fait en une soirée, c'est terminé. Alors le roadshow, tu peux expliquer du coup roadshow, exactement. En gros, c'est le management qui va aller sur 2, 3, 4 jours, ça dépend en fait le programme de roadshow, va aller voir des investisseurs pour leur expliquer le rationnel de l'opération. C'est à la fois un pitch, quoi. Exactement. Bien pitcher en fait l'entreprise. Et ces roadshows, on les retrouve dans les rights issues et dans les IPO aussi, bien sûr. Et donc il y a un effort marketing en fait qui est nécessaire, qui est important, beaucoup plus important que sur l'ABB, et un effort sur la documentation aussi qui est beaucoup plus long que sur un ABB. Pour ça que ça prend plus de temps à préparer et à réfléchir qu'un ABB, mais moins de temps quand même qu'une introduction en bourse, parce que l'entreprise est déjà connue du marché. Donc on n'a pas cet effort d'éducation des investisseurs à faire. À quel moment une entreprise ou un actionnaire fait-il appel à une équipe ECM, ou autrement dit, qu'est-ce qui déclenche l'opération ECM? Alors pareil, ça dépend à chaque fois des deals que l'on fait. Concrètement, un exemple, la semaine dernière, on a été mandaté, Société Générale, par le consortium d'actionnaires qui détient une partie de Havens, pour monétiser sa participation. Donc ça, c'était en fin de semaine dernière. Et hier, on a lancé le deal. Donc en fait, en l'espace de 3 jours, on peut réussir à lancer un deal. Donc elle nous a appelé. Pourquoi? Parce que elle s'est dit que la valorisation, que le prix actuel du stock était convenable pour eux, donc c'était attractif pour eux, donc ils ont voulu le faire. Et ils étaient amenés à sortir parce qu'ils n'ont pas vocation dans leur mandat à détenir du Havens à long terme. C'était quelque chose qui était très spoté par le marché, donc c'est une opération qui a été assez successful ce matin. Donc ça, c'est vraiment l'ABB, ça peut se faire très rapidement. Je suis investisseur, le prix me convient, j'appelle une banque et je vais faire mon opération. En quelques jours, en fait, l'opération elle est finalisée, quoi. Exactement. Sur une introduction en bourse, c'est un peu différent. D'abord, souvent les actionnaires vont passer par Rothschild ou par Lazard, donc des equity, qui font de l'equity advisory. Ouais. D'ailleurs, peut-être on peut rappeler la différence entre equity advisory et equity capital market. En fait, equity advisory, c'est un métier où le but, ça va être de conseiller les entreprises en amont, beaucoup en amont de l'ECM pur. Nous, on arrive après pour placer l'opération, pour la réaliser. L'equity advisory, ça va plus être du conseil justement sur, nous, on vous conseillerait de faire telle chose à horizon 2 ans. Donc, on va faire du benchmark, on va regarder un peu ce qui se fait dans le marché, pour ensuite dire à l'entreprise, voilà, pour nous, vous êtes prêts. L'introduction en bourse est une bonne idée, et donc à l'horizon 1 an, je pense qu'il faut que vous rentriez en bourse. Donc on va contacter des banques qui vont pouvoir vous aider là-dessus. Et donc en fait c'est ça le rôle de l'equity advisory, qui va du coup envoyer des appels d'offres aux banques, et nous banques recevons les appels d'offres, et nous qui faisons de l'ECM répondons à cet appel d'offres, essayons d'être pris sur le deal, et ensuite réalisons avec le management et les actionnaires le deal. Et donc ça, sur ce process-là, prend beaucoup plus de temps, parce que du coup, on doit être contacté à peu près au mieux, c'est, je dirais, 6 mois à l'avance. Pour une introduction en bourse, c'est un peu incompressible, on peut pas faire ça en moins de 6 mois, mais ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans en avance. L'entreprise va faire appel à cette équipe d'equity advisory, qui va ensuite lancer un appel d'offres, et donc la banque va être contactée par ce biais-là, et ensuite répondre à cet appel d'offres, et ensuite potentiellement être recruté sur le deal. Et sur l'augmentation de capital, ça se fait aussi selon les besoins de l'entreprise. Si elle fait une opération d'acquisition, très souvent, en fait, nous, Société Générale, on va avoir déjà une équipe en amont, soit qui a fait le M&A, soit qui a conseillé dans le financement, justement.
Et donc en fait, une fois qu'il y a eu cette mise en place du financement pour l'opération, c'est ensuite l'équipe ECM qui va être contactée pour réaliser le remboursement en fait, de ce financement par dette ou par equity, mais du coup chez nous c'est ECM, donc c'est par equity. Et ça peut arriver que la même banque conseille le client à la fois sur la partie M&A et sur la partie ensuite financement et ECM. Exactement, c'est ce qui s'est passé par exemple sur le deal Forestia et là en 2022, enfin 2021 l'acquisition, où à l'été il y a eu une annonce comme quoi Forestia allait racheter Ella. Un bridge a été mis en place pour financer du coup l'opération et c'était Société Générale du coup qui était en lead sur ce bridge là et ensuite nous ECM on a été mis dans la boucle et on a commencé à travailler sur le sujet pour sortir finalement une augmentation de capital de 800 millions d'euros ou 700 millions d'euros qui a eu lieu un an après en 2022. Donc en fait oui on a eu plusieurs pattes sur ce deal là. Alors Sébastien, tu as dit tout à l'heure que l'une des raisons qui t'avait un peu poussé vers le CM, c'était ton attrait pour la bourse. Et le CM, on dit parfois que c'est un métier au croisement entre la corporate finance et la finance de marché. Bon, on a déjà un peu compris qu'il y avait un lien avec les marchés, avec tout ce qu'on a rappelé. Est-ce que tu peux rappeler pourquoi c'est un métier vraiment lié à la fois à la corpo et au marché? Exactement. Alors ça, c'est justement une question de beaucoup d'étudiants. Et en fait, là, il y a un vrai point que j'ai envie de découdre. En fait, beaucoup d'étudiants viennent me voir et me disent je veux faire de l'ECM. Pourquoi? Parce que c'est un peu en entre-deux entre la corpo et le marché. Et comme je veux faire aussi du marché et que j'aime bien la corpo, je veux faire de l'ECM. Ça marche pas du tout. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, on fait vraiment que de la corpo. Nous, c'est vraiment un métier corpo où on fait du conseil pour les entreprises ou pour les actionnaires quand ils veulent vendre, mais c'est vraiment du conseil. On n'a rien à voir avec tous les métiers de la finance de marché. Pourquoi, en fait, on dit que c'est un aspect marché? C'est parce que, justement, on va beaucoup suivre tous les indices boursiers, le parcours boursier des entreprises, pour faire nos opérations. Comme on disait tout à l'heure, un événement de volatilité sur le marché et l'opération est annulée. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment un très, très gros suivi du marché. Donc c'est en cela en fait qu'on dit que le CM c'est un peu à la croisée entre la corpo et le marché, parce qu'il y a cet aspect boursier, cet aspect marché qu'on suit, mais par contre il ne faut pas confondre et dire que c'est un métier marché, parce que pas du tout, on n'a pas du tout l'aspect d'un métier marché. Ouais, tu n'interviens pas sur les marchés financiers au quotidien Exactement. comme peuvent le faire des traders, ou des sales. Voilà, c'est vraiment la matière est plutôt corporate finance. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment un message à tous ceux qui me disent je veux faire de l'ECM parce que j'aime la finance de marché. Non, ça marche pas. Bon, maintenant, ils auront ce podcast pour répondre de manière plus pertinente à cette question. J'en viens à la partie sur les missions concrètes d'un jeune en ECM. Sébastien, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui en tant qu'associé ECM? Alors ça aussi, c'est une bonne question parce que quand j'étais étudiant, beaucoup de fois, quand je posais cette question, les professionnels me disaient il n'y a pas vraiment de quotidien. Donc c'est vrai et c'est pas vrai, dans la mesure où c'est vrai, en fait, tout le temps, on fait des choses différentes, des deals différents, des pitchs différents, sur des secteurs différents. Donc oui, en effet, il n'y a pas vraiment de quotidien, mais il y a quand même un peu un cadre. Et en fait, pour aider les étudiants au mieux à comprendre ce que c'est notre quotidien, il y a vraiment un cadre qui existe. Et si je devais donner une journée typique, c'est on va travailler dans une journée sur 3 à 6 dossiers selon les dossiers qu'on a, sur des sujets différents. Qu'est-ce que c'est travailler sur un dossier? C'est j'ai mon senior ou mon associate ou VP qui m'a donné un book à faire où il y a quelques slides à mettre à jour. Donc en fait là je vais aller sur Excel, sur Bloomberg, je vais mettre à jour des graphes, je vais regarder comment évolue le cours de bourse, essayer de faire une analyse en fait de la perception boursière d'un stock. Ensuite, je vais, je sais pas si c'est un pitch à bébé par exemple, je vais essayer de voir les métriques du bloc, les précédents, quel précédent il y a eu. Donc en fait, je fais tout ce travail-là de recherche de data sur des précédents ou sur l'entreprise elle-même. Et ça va me prendre 2-3 heures pour faire un pitch à bébé assez court et très synthétique. Puis ensuite, je peux être amené à avoir un appel avec mon senior qui me dit là, on vient d'être appelé. On doit lancer une transaction, un ABB justement dans une semaine, il faut lancer tout le process admin. Donc en fait, il faut savoir que quand on est junior, on a beaucoup d'admin à faire, surtout dans les banques françaises. Et donc on lance tout ce qui est mémo pour un comité. Donc j'ai rédigé un mémo qui va expliquer du coup au comité le pourquoi du deal et pourquoi ça pourrait marcher. Donc là, c'est un petit peu l'equity story, l'equity story de l'entreprise. Et puis voilà exactement sur à quoi ressemblerait le deal en fait qu'on voit.
Ensuite, tout ce qui est ouverture de liste d'initiés, parce que ça c'est quelque chose qui est important aussi en ECM, c'est qu'il y a beaucoup de compliance et on ne peut pas faire n'importe quoi, donc on ouvre une liste d'initiés. Ensuite, il y a plein d'autres outils à remplir, etc. Donc je vais faire ces tâches admin là. Ensuite, une fois que j'ai fini, je vais potentiellement faire du benchmarking sur un autre sujet que j'ai. Benchmarking, ça peut être, j'ai une entreprise qui me sollicite parce qu'elle va avoir du conseil sur les dividendes ou le buyback qu'elle doit faire, les rachats d'actions qu'elle doit faire sur les prochaines années. Et du coup, nous, on va regarder ce qui se fait en France et ce qui se fait dans son secteur pour lui dire, voilà, aujourd'hui dans ton secteur, le ratio de versement de dividendes, il est à 30 à 40%, vous êtes à 20, donc selon nous, il faut peut-être un peu augmenter, donc on peut faire un conseil comme ça. Ce benchmarking va prendre de 3 heures, on arrive peut-être vers 16-17 heures, et là, à 17 heures, en fait, presque clôture des marchés, et on a une entreprise qu'on suit qui a publié ses résultats du trimestre 3, et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un mail à l'entreprise, on va lui dire, voilà, félicitations pour vos résultats. Votre cours de bourse a fait plus 5% aujourd'hui dans des volumes assez restreints ou dans des volumes importants. Les analystes ont mis à jour leurs recommandations avec telle chose et telle chose. Globalement, en synthèse, ce que disent les investisseurs, parce qu'on va récolter du feedback aussi, ce que disent les investisseurs et ce que disent les analystes, c'est ça, 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 ça. Et donc, potentiellement, lors de votre prochaine publication ou votre roadshow, si vous en avez un, vous devriez mettre l'accent sur ça ou ça. Et voilà. Ça, c'est aussi un moyen de maintenir la relation Exactement. avec des entreprises qui pourraient potentiellement mandater l'équipe quand il y a des opérations à venir. Exactement, c'est ça. Donc en fait, c'est un peu un maintien du dialogue et puis aussi donner des billes au management pour bien communiquer aux investisseurs. Et donc en fait, comme je disais, là j'ai balayé un peu tout ce qui existe, c'est-à-dire qu'on fait à la fois du pitch pour différents produits, les produits que j'ai cités tout à l'heure. Ensuite, on peut exécuter des deals, donc travailler sur l'exécution d'un deal. On peut faire du benchmarking et du conseil un peu ad hoc, et c'est ce qu'on fait beaucoup aussi en ECM, beaucoup aussi à la Société Générale, parce que les banquiers seniors nous le demandent, c'est d'alimenter les entreprises pour, pour tout ce qui est intelligence de marché. Donc en gros, leur dire, voilà, tel investisseur pense ça, enfin, ces investisseurs-là pensent ça, donc il faudrait mettre l'accent sur ça prochainement, ou votre dividende, il est ici, mais il devrait être ici prochainement, ou les investisseurs attendent beaucoup un rachat d'actions. Donc en fait, on fait beaucoup de conseils ad hoc aussi. Et voilà, ça, c'est pas forcément dans le cadre de mandat, mais c'est vraiment, comme on a dit, pour maintenir la relation, parce que si tu suis et que tu donnes des bons conseils ad hoc, le jour où il y a une opération, exactement. Et c'est pour ça à vous, quoi. C'est pour ça qu'en ECM, en fait, même dans les périodes de creux où il y a moins d'activité, parce qu'en fait, on dépend aussi du marché. Donc, si demain le marché n'est pas là, il n'y a plus de deal et du coup, on ne fait pas rien. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va maintenir, on va toujours pitcher parce que typiquement, opération d'introduction en bourse, c'est à horizon 1 à 2 ans. Donc, c'est pas pour tout de suite. Et au-delà de ça, on va continuer à faire du conseil aux entreprises pour maintenir le dialogue. Et sur plein de choses différentes, comme je disais, du coup, que ce soit retour à l'actionnaire, que ce soit ça peut être n'importe quoi, ça peut être sur de la gouvernance, des droits de vote, ça peut être plein de benchmarking et de questions comme ça pour lesquelles on peut les aider et où on va les aider du coup. Alors en 4 ans, tu as travaillé sur déjà une vingtaine d'opérations, notamment des très grosses pour des clients très connus du grand public, je pense à EDF ou à Air France. Oui. Si tu devais nous raconter une opération emblématique depuis que tu as débuté dans ce métier, ce serait laquelle ? Je dirais que ce serait celle où j'ai le plus appris peut-être, ce serait celle de Forvia justement, l'augmentation de capital d'environ 700-800 millions d'euros en 2022. Pourquoi celle-là? C'est pas forcément par rapport à son montant. D'ailleurs, j'en avais fait des plus grosses, mais en fait, en ECM, c'est pas forcément parce que le deal est plus gros qui va être plus difficile ou qui va nous apprendre plus. J'ai pu faire des deals de très petite taille et qui m'ont appris beaucoup plus que des gros deals. Typiquement, le deal EDF de plus de 3 milliards. C'était très straightforward, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Et même si on avait un rôle majeur dessus, en fait, ça s'est fait assez facilement. Il n'y a pas eu grand-chose de complexité. Enfin, il n'y a pas eu de complexité. Donc, en fait, ce deal-là s'est fait de manière naturelle. Tandis que celui de Forvia, déjà sur Peut-être tu peux rappeler ce que fait Forvia Alors, Forvia, c'est une entreprise dans le secteur auto, et plus précisément dans tout ce qui est composantes des autos. Donc, ils ont 4 grandes divisions et ils font entre guillemets malheureusement actuellement partie de ce secteur qui est un peu déprimé aujourd'hui. Déprimé parce que il y a moins de ventes de voitures, donc forcément moins de ventes. Et aussi, il y a pu avoir des problèmes de supply chain et donc ils n'ont pas pu être alimentés comme il fallait. Donc en fait, aujourd'hui, les acteurs auto, que ce soit vendeurs de voitures ou que ce soit suppliers, on souffre beaucoup en bourse. Et on était sur une opération en 2021 où justement Forvia avait un cours de bourse beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Le cours,
si je dis pas de bêtises, a été divisé par quasiment 4 depuis 2021. Donc c'est aussi le problème potentiellement des gros deals, c'est que en fait, bah, là c'est un très gros deal qui a eu lieu avec Forvia qui a racheté Ella. Et en fait, bah, ce deal-là, pour l'instant, a déprécié plus qu'autre chose le cours de bourse de Forvia. Pas forcément à cause du deal lui-même, mais plus par rapport à l'environnement de marché. Et donc pourquoi ce deal-là? Parce que je dirais que, enfin déjà il y a une chose qui est propre à moi-même, c'est que c'était à peine même pas un an après que je sois arrivé à la Société Générale. Et en fait j'ai mon VP qui a dû s'absenter pendant quelques semaines sur ce deal-là. Et donc j'étais en direct pendant 2-3 semaines avec mon T'as MD. step up, on va dire, Exactement. t'as été plus exposé, ouais. Exactement, donc j'étais plus exposé alors que ça faisait qu'un an et que la Right Issue c'est quand même un produit en ECM où on n'a vraiment pas nous on est, enfin ECM c'est vraiment pas un métier technique, mais la Right Issue c'est quand même un produit qui est le plus technique de tous et donc bah, c'était quand même quelque chose d'un peu challenging pour moi de tenir le modèle de Right Issue et d'être en relation directe avec mon plus senior, mon boss. Donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, ce que j'ai beaucoup appris, c'était ma première, donc c'était bah, comment ça se passe en fait d'une right issue, concrètement, tout ce qui est documentation, comment on la rédige, le marketing, comment on l'organise, etc. Et donc en fait, on a eu plusieurs sujets. Il y a eu d'abord un sujet marché où en fait on devait sortir l'opération beaucoup plus tôt que ça. Et Forvia a fait un profit warning, donc en fait c'est un avertissement sur ses résultats. Et donc qui dit profit warning dit impossibilité de sortir le deal publiquement. Donc on l'a gardé et on n'a pas sorti ça publiquement. Donc on a dit bah, prochaine fenêtre, ce sera à février, après la publication de résultats. Donc du coup tu l'as gardé combien de temps? Bah, en fait concrètement ce deal-là, on a commencé à travailler dessus en août 2021. Donc 2 mois après que je sois arrivé à la Société Générale, et on l'a sorti en juin 2022. Ouais. Donc en fait c'est passé un an, alors qu'on pouvait le sortir en octobre 2021. Ouais. Donc octobre 2021. Il y a eu plus de 6 mois de décalage en fait lié au profit warning. Profit warning, il n'y a pas eu que ça en fait, il y a eu le profit warning, donc on s'est dit on décale le calendrier à février. Février, guerre en Ukraine, donc impossibilité de sortir. Puis après, on a dit après avril, après les Q1, le marché n'était toujours pas là, donc on a encore repoussé. Et en juin, on a eu un peu une fenêtre où le cours remontait. Il y avait l'Assemblée Générale de Forvia qui remontait un peu ses autorisations. Et donc on a pu lancer le deal juste après l'AG de Forvia. Donc il y a eu ce sujet timing, il y a eu ce sujet communication, parce qu'en fait, ce qu'on aime bien faire quand il y a ce genre de deal, c'est de pré-communiquer en fait, au marché l'idée que dans un avenir très proche, il va y avoir une opération. Et en fait, là, il y avait un peu ce sujet à l'AG de dire au CFO, il va falloir placer dans votre AG le fait que potentiellement, très rapidement, il va y avoir une augmentation de capital pour prévenir les investisseurs. C'est ce qui s'est passé. Au-delà de l'apprentissage même de comment se passe une opération, il y a eu ces sujets qui étaient un peu... super intéressant. Voilà, d'entrer dans le bain à travers ce type d'opération. Exactement. Donc c'est peut-être celui-là que je dirais en plus emblématique. Et tu parlais de la production, de l'analyse des marchés, tu parlais aussi du modeling. Quelles sont les principales compétences recherchées chez les juniors en ECM? Alors chez les juniors, je dirais que on doit être agile. En fait, il faut réussir à travailler sur beaucoup de sujets à la fois. Bien communiquer aussi, c'est très important. En fait, on minimise. Moi, le premier, quand j'étais en sortie d'école, quand on me disait il faut avoir des bonnes qualités de communication, je me disais ça veut rien dire. Alors qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ECM, on est un peu au centre de plein d'équipes. Parce que pour faire un deal, en fait, on va avoir besoin de plein d'équipes différentes. Pour faire une introduction en bourse, on va avoir besoin du M&A qui va faire l'equity story et la valorisation, d'une équipe structuration qui va nous aider sur la doc d'offres, équipe légale qui va nous servir aussi à la doc légale, il peut y avoir une équipe aussi de financement, donc nous ça s'appelle AFG, qui va nous permettre de justement bien sizer le besoin en equity et la dette que les entreprises peuvent avoir. On va être en relation pour des opérations equity linked pour donc tout ce qui est convertible à l'équipe equity linked. Donc en fait il y a plein de relations avec des équipes, plein de relations aussi en interne, parce qu'en fait je suis junior, je parle à mon VP associate, je parle ensuite à mon directeur. Donc en fait c'est plein de communication, et après il y a aussi le client. Donc en fait il y a plein de communications différentes à savoir et à maîtriser. Donc en fait en tant que stagiaire je dois vraiment bien communiquer avec mon supérieur, avec aussi le directeur, savoir j'ai c'est ça qui est très dur aussi, c'est qu'en fait on reçoit 5 choses à la fois, mais les gens au-dessus savent pas qu'on a 5 choses à la fois. Il faut savoir. Donc il faut savoir prioriser et bien communiquer, et dire quand on se fait staffer, pas dire oui tout le temps, mais dire ok alors là j'ai ça et ça, donc ça je pourrais le faire si tu veux à telle heure, tu vois.
Et ça, en fait, c'est très important parce que on peut avoir, nous, au-dessus, une incompréhension en se disant je lui ai donné ça, ça fait 5 heures, c'est un truc qui prend 10 minutes et il a toujours pas fait. Donc, en fait, bien communiquer, c'est important, être agile, et après, comme dans tous les métiers de la corpo, être rigoureux, ça c'est très important, hein. Nous, quand on a un junior, on n'attend pas de lui qui réinvente la roue, qui fasse, enfin surtout pour les stagiaires, nous ce qu'on attend c'est vraiment de la rigueur et c'est dire que ok il peut y avoir des erreurs et tout le monde en fait, c'est juste qu'il faut que ces erreurs-là ne sautent pas osées sur la slide. Et c'est ça que j'essaye de transmettre à chaque fois aux juniors avec qui je travaille, c'est personnellement j'en fais, tout le monde en fera. Des heures sur les slides, sur des benchmarking qui prennent beaucoup de temps, tout le monde en fait, c'est sûr. Par contre, il faut juste pas qu'il y ait une grosse incohérence et que le client, en regardant la slide, se dise ok, là il y a une erreur. Ça, C'était déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé où les personnes en dessous de moi ont pu faire des erreurs et après on les corrige. Mais en fait, je pense qu'une des forces que j'ai, c'est que j'arrive à en regardant une slide, à voir s'il y a une grosse incohérence en fait. Et globalement, le client, s'il y a une erreur sur la slide, moi je la verrai dans un très grand nombre de cas. Donc en fait, ça passera pas. Enfin, parce qu'en fait, il y a plusieurs filtres. Moi, je suis un premier filtre, mais après, il y a aussi le filtre du boss. Donc en fait. Généralement, quand un document sort d'une banque, il a été filtré, revu par plusieurs strates. Et c'est ça. Ce qui fait aussi la qualité en fait des documents qui sortent d'une banque d'affaires. Exactement. Et malgré ça, dans toute banque et dans tout support, il va y avoir des erreurs. Mais comme je disais, ces erreurs doivent être dans des slides minimes qui seront pas forcément très intéressantes pour le client et dans des slides où il y a énormément de chiffres. Et il n'y a pas une grosse incohérence. Je prends un exemple bête. Je fais un tableau avec les performances dans le secteur. J'ai toutes les entreprises qui sont entre moins 10 et moins 20. Et je fais une moyenne et j'ai plus 10 en moyenne. Ça c'est juste qu'il y a une erreur dans l'Excel ou qu'il y a un problème. Et on peut pas montrer ça directement en slide. Par contre, si j'ai mis que l'entreprise était à plus 15 alors qu'elle a plus 18, ça, personne ne saura si j'ai fait une erreur. Oui, donc ça va passer, on va dire, plus facilement. C'est ça. Y a un sujet qui intéresse aussi beaucoup les jeunes, c'est l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, ce qu'on appelle le work-life balance. À quoi on peut s'attendre en ECM? Alors, l'ECM, ça reste un métier de l'IB, enfin investment banking, donc c'est quand même exigeant. On doit se rendre beaucoup disponible, en fait. Globalement, comme je disais en préambule, c'est un métier qui quand même respecte plus l'équilibre de vie que dans d'autres métiers de l'IB. Ça dépend aussi des banques. Il y a des banques où on va finir beaucoup plus tard en moyenne que dans d'autres. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est quand même un métier où les heures sont quand même moindres qu'en M&A. Je sais que je parle du M&A parce que c'est souvent la base et que beaucoup d'étudiants ont cette base en tête, donc c'est quand même des heures moindres, mais il faut garder en tête que le soir, souvent on peut finir à 19-20 heures, rentrer dîner et puis retravailler jusqu'à minuit, ça arrive parfois. Ça dépend aussi si on a des deals, si on a des deals on peut finir tard. Et le week-end, on peut être amené à travailler 2-3 heures, voire tout le week-end si on est en appel d'offres. Mais globalement, moi je dirais que si je prends mon exemple personnel, la plupart du temps, je dirais que en excluant ce qui est deal et appel d'offres, je finis, ce qui prend peut-être 20% du temps, 20% de l'année. 80% de l'année, je vais finir vers 20h. Je vais rentrer, je vais faire ce que j'ai à faire et puis je vais me reconnecter peut-être une demi-heure, une heure pour voir si j'ai des mails, traiter quelque chose, envoyer des documents. Et après, le week-end, ça m'arrive régulièrement de travailler 1 heure ou 2 heures pour m'avancer, mais c'est vraiment moi qui choisis à quel moment je travaille, donc c'est assez plaisant. C'est plus flexible. Exactement. Et après, par contre, peut-être 20% de l'année où ce sera peut-être moins flexible parce qu'on a des impératifs. Alors c'est un métier prenant, tu l'as rappelé, et la contrepartie de ça, c'est aussi les rémunérations qui sont attractives. À combien débute un junior en ECM, et si tu peux aussi diviser entre la partie fixe et la partie variable, j'imagine qu'il y a un bonus aussi pour les juniors. Exact. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien connu. Et même si, en fait, en ECM, on va être amené à faire en moyenne, je dis bien en moyenne parce que ça arrive qu'on fasse plus d'heures que le M&A sur des temps précis, mais globalement, sur une année entière, on va faire moins d'heures que le M&A. Globalement, en junior, on va avoir plus ou moins les mêmes grilles de salaire que le M&A. Donc c'est pour ça que c'est un métier très attractif. Ensuite, en termes de montant pur, quand on rentre analyste en première année, selon les banques, on peut espérer être un peu en total package, un peu en dessous de 100 ou un peu au-dessus de 100 000 euros. Donc, comme tu le disais, c'est une rémunération très attractive. Et le bonus en première année, c'est peut-être... ça dépend encore aussi des banques. En fait, plus on va être dans une banque large cap, on va dire, et plus ça va être peut-être du 50-60% de bonus, plus on va être dans des boutiques. Et là, plus le bonus va être différent et va être peut-être 100% du salaire. Donc en fait, la décomposition est un peu différente selon les banques et les boutiques, mais globalement, première année, on peut espérer autour de 100 000
la première année. Voilà. Alors, j'ouvre la partie consacrée au recrutement en ECM. Quels sont les profils valorisés ou recherchés par les équipes ECM? Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, le CM, c'est pas un métier technique pour moi. C'est un métier, entre guillemets, monsieur tout le monde peut le faire. Mais c'est un métier qui demande beaucoup de rapidité d'exécution, d'agilité et de rigueur. En fait, il faut réussir à travailler sur beaucoup de sujets différents en même temps et sans faire d'erreur. C'est ça qui est assez compliqué. En fait, ça ne demande pas des gros hard skills. C'est pas du codage, c'est pas du gros modèle de M&A, mais c'est vraiment du flux et pas du flux non plus comme en DCM. Et c'est pour ça que j'ai pas fait ce métier où on a un flux permanent et où on va faire du 50 à 70 deals par an. En fait, le CM, c'est un peu un entre-deux où on va faire 5 deals, peut-être 5-10 deals par an, selon les banques aussi encore une fois. Mais moi personnellement j'ai peut-être fait 5 deals par an et en fait des deals complètement différents et un travail sur beaucoup de pitch qui sont complètement aussi différents. Et donc en fait il faut réussir à comprendre ce que veut un directeur qui ne va pas nous parler d'un sujet qu'on a fait hier, l'autre directeur va nous parler du sujet d'avant-hier et en fait il faut se souvenir de ce qu'on a fait. Donc il y a aussi un gros travail de mémoire à faire. Donc mémoire aussi, ce qui est important c'est de ne jamais repartir de zéro. C'est rare qu'en ECM on fasse une slide de zéro. Ce qu'on va faire c'est qu'on va penser à une slide, on va dire tiens ça pourrait être similaire à ce modèle là que j'ai fait il y a 3 semaines. Et donc on va reprendre une slide il y a 3 semaines, repartir de cette slide et faire des modifications. Donc travail de mémoire, rigueur et en fait les compétences demandées varient selon le grade en fait. Plus on est junior et plus on va nous demander du coup cette rigueur, rapidité d'exécution, fiabilité, même proactivité. Et plus on va monter en fait en grade et plus là on va devoir développer ces skills de communication, communication aussi pour le client et de présentation en fait marketing. Alors, au-delà des compétences, est-ce qu'il y a des parcours ou des stages Mm. valorisés par les recruteurs en ECM, hein? Par exemple, je suis étudiant en école de commerce ou école d'ingénieur ou université. J'ai pas encore fait de stage. Je m'intéresse à l'ECM. C'est parfois difficile, j'imagine, de trouver un premier stage en ECM. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Moi souvent ce que je dis en forum aux étudiants c'est de vraiment pas se mettre la pression sur les premiers stages de césure. En fait quand on arrive en première partie de césure, globalement on parle tous de zéro. Pas forcément tous, mais quasiment tout le monde part de zéro. Et en fait, qui va être valorisé pour un deuxième stage ensuite, c'est de montrer à ces entretiens futurs qu'on a touché aux états financiers, qu'on comprend ce que c'est les états financiers, qu'on sait travailler en entreprise et qu'on sait toucher à Excel et PowerPoint ou un des deux au moins. Et en fait, ces trois choses-là, si on arrive à le montrer en entretien et si on le montre sur son CV, en fait, eh ben, on va être éligible à un métier en IB. Pas forcément c'est chez des banques américaines ou que sais-je, mais dans des banques françaises par exemple. Moi par exemple, bah, j'ai fait de l'audit pendant 6 mois chez Deloitte. Je suis ensuite passé chez HSBC en ECM. Donc en fait, les métiers de l'audit, ça peut être une voie pour y aller. Les métiers dans la direction financière, ça peut être aussi dans des entreprises, ça peut être faisable. Des métiers aussi en banque, déjà, faire du coverage, faire du DCM pour ensuite faire autre chose en IB, ça peut être intéressant. En fait, du moment où dans ma première partie de césure, je vais montrer que j'ai touché à de l'Excel, à du PowerPoint, que je comprends les états financiers et que je comprends globalement la finance, en termes de skills et de CV, je suis OK. Ensuite, il va falloir préparer l'entretien, montrer que j'ai bien préparé, donc savoir ce que c'est le CM, Alors savoir... justement, on va y venir. Est-ce que ouais. tu peux nous raconter tes entretiens? Alors d'abord le process de recrutement chez HSBC pour un stage, et puis ensuite celui chez Société Générale pour Mm. le CDI. Alors, chaque banque, je pense, a des process différents. Chez HSBC, pour mes entretiens stagiaires, c'était 2 tours avec... c'était une équipe de 5, hein, donc c'était une petite équipe. Et c'était 2 tours, donc un premier tour avec des plus juniors et un deuxième tour avec des plus seniors. Et avec les plus seniors, c'était plus du fit, avec des questions un peu plus sur bah, pourquoi le CM, pourquoi je me vois faire ce métier, qu'est-ce qui me plaît là-dedans, qu'est-ce que je me vois faire. Avec les opérationnels, c'était plus de la technique, mais je trouvais que avec le recul maintenant, les entretiens étaient quand même durs chez HSBC en termes de technique. Moi, je les avais bien bossés, donc en fait, quand on parlait de TERP, de calcul, de choses comme ça, je savais faire. Mais avec le recul, maintenant, je me dis que c'était quand même assez compliqué ces entretiens-là. D'ailleurs, je ne savais pas répondre à tout à ce moment-là. À l'inverse, chez Société Générale pour des stages, nous on recrute des stagiaires tous les 6 mois. On a 2 stagiaires par an. Un qui fait la période de juillet, décembre et l'autre qui fait janvier, août. Et en fait, ou janvier, juillet plutôt. Et en fait, on fait des entretiens très courts de 45 minutes, mais où on va 45 minutes avant cet entretien envoyer un case
où le case c'est j'ai des notes de broker, j'ai 2 notes de broker, j'ai 2-3 feuilles Excel, et en fait avec ça je dois me débrouiller pour en 45 minutes, donc c'est très challenging, hein, on en est conscient, faire une slide sur la perception boursière de l'entreprise, que ce soit avec du wording en s'appuyant sur une note de broker, et que ce soit avec des charts sur Excel, donc des cours de bourse, qu'est-ce que les brokers disent, etc. Enfin, les recommandations brokers. Donc en fait, on attend une slide 2 et qui doit être faite en 45 minutes. Donc c'est assez dur, mais bon, au moins on peut trier les candidats. Puis ensuite, tu parles de cette slide avec le Ensuite, candidat pendant un moment d'échange. Exactement. Et ensuite, les 45 minutes sont divisées à peu près, hein, c'est grosso modo, mais en 15 minutes, parler de la slide. Qui en fait comme s'il était en pitch client et nous dire bah voilà je suis le client, présente-moi ta slide. En deux, pendant 15 minutes, on va tester tout ce qui est connaissance sur le CM, 2 sur l'actualité financière. Donc ça peut être Ouais, quelles sont les connaissances techniques spécifiques à maîtriser pour le CM? alors justement moi je fais partie des gens qui aiment pas forcément poser des questions très techniques sur les métiers de l'ECM, parce que les éléments techniques sont assez restreints en fait. Et en fait, si j'en pose, c'est plus pour tester est-ce que le candidat a fait ses devoirs et est-ce qu'il a lu le CM, plutôt que pour savoir si c'est vraiment. Parce qu'en fait, tout ce qui est technique, ça s'apprend allez, sans dénigrer mon métier, hein, mais en 4-5 heures, je pense que vraiment les éléments purs techniques, on les a lus et on les connaît. Par contre, ce qu'on va plus chercher, c'est est-ce que le candidat est curieux, est-ce qu'il connaît l'actualité, est-ce qu'il sait qu'est-ce qui drive les cours de bourse aujourd'hui, est-ce qu'il peut me citer 1 ou 2 deals qui sont passés. Et en fait, ce qu'on va chercher aussi, du coup, message encore une fois pour les candidats, c'est pas de nous dire bah oui, j'ai vu que vous avez fait un deal il y a un mois, c'était 303 millions d'euros avec une décote de 5,8%. Ça, les chiffres exacts, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est connaître les chiffres, 300 millions d'euros, 6% de décote, ça ok, mais des chiffres plus arrondis, mais c'est surtout de savoir pourquoi en fait l'entreprise a fait ce deal, comment ça s'est passé, Et qu'il ait compris l'histoire qu'il ait autour du compris deal. l'histoire exactement. Et on préfère nous que le candidat nous parle d'un seul deal ou de 2 deals et qu'il sache le décrire, plutôt qu'il nous dise oui j'ai vu que vous avez fait 8 deals et qu'il nous cite les 8 deals avec le chiffre exact. Donc quand on prépare ces entretiens en ECM, on cherche pas à connaître tous les deals qui sont faits dans l'année, on cherche à savoir parler de 1 ou 2 deals que la banque a fait, ou même plus généralement en Europe. Moi ce que je faisais pour travailler mes entretiens, c'est que je prenais une introduction en bourse, une augmentation de capital, un ABB, et je les travaillais, j'essayais de comprendre pourquoi ça s'est fait et dans quel contexte. Si tu pouvais donner un conseil et une erreur à éviter pour un candidat qui aimerait postuler dans ton équipe, tu dirais quoi? Alors un conseil, je dirais donc de bien travailler les entretiens pour montrer qu'on est prêt. Et travailler, c'est pas juste, donc encore une fois, connaître la technique, mais c'est connaître l'environnement de marché, savoir faire des points de marché, en fait, être curieux juste. Et en fait, ça, on fait le tri un peu avec les candidats, parce que un candidat qui va travailler juste la veille de son entretien, il pourra pas montrer qu'il est curieux sur plein de choses différentes. Donc en fait, on cherche des candidats qui s'intéressent depuis quelques mois, quelques années à la finance, à l'environnement de marché. Et si je devais donner un conseil, c'est au maximum essayer de parler avec des personnes qui sont dans le métier, que ce soit via LinkedIn, que ce soit via des forums, participer au maximum à ce genre de choses. Parce que moi, le premier, en fait, c'est via un forum à l'EDEC que j'ai connu le CM et que j'ai pu, du coup, ensuite suivre ce chemin. Parce qu'en fait, avant, c'est ça qui est un peu triste en école, je dirais, c'est que 90% des personnes qui font de la corpo connaissent que le M&A et disent je veux faire du M&A. Mais en fait, ces personnes-là ne savent pas ce que c'est le M&A et ne savent pas pourquoi ils veulent faire du M&A. C'est juste que tout le monde en fait. De l'intérêt de ces podcasts, et comme ça ils pourront t'écouter C'est pour ça. mieux connaître Exact. le CM. Une dernière partie que j'aimerais aborder avec toi, c'est les potentiels exits ou les évolutions en fait en ECM. Donc toi, tu as déjà réalisé tes années d'analyste et là tu es associate. Ouais. L'évolution classique en ECM ensuite, comment ça se passe? Alors, très classiquement, en fait, en ECM ou en IB en général, hein, on a ce process analyste, asso, VP, etc. En termes d'exit, c'est peut-être. Jusqu'à présent, je décrivais le métier de l'ECM comme très bien. Enfin, moi, je suis fan de ce métier. Mais le gros problème, en fait, de l'ECM, c'est l'exit. En fait, comme je disais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de techniques dans l'ECM, en fait, on n'a pas forcément une reconversion facile ensuite si on veut faire autre chose après l'ECM. Donc, le métier le plus logique, on va dire, à faire après le CM, c'est de l'investor relations en banque, en entreprise, ou en banque d'ailleurs. Mais en gros, c'est nous, comme on est en ECM et qu'on va conseiller l'entreprise sur comment se vendre en fait aux investisseurs, en fait, faire partie de l'équipe investor relations dans une entreprise, on aura des skills de justement comment vendre sa propre entreprise. Tu vas un peu de l'autre côté, du Exactement. miroir. Donc ça, c'est en fait l'exit le plus logique. Côté client, côté corporate. L'exit le plus logique. D'ailleurs, j'ai des personnes de mon équipe qui font ça désormais.
Un autre exit, c'est tout ce qui est stratégie. Donc ça, c'est peut-être un peu plus rare, mais ça peut faire partie de la chose parce que dans notre métier, on a aussi un aspect très stratégique. C'est aussi pour ça que j'aime ce métier. Et après, ça peut être aussi du fond, mais globalement, et c'est ça, enfin c'est l'inconvénient, mais aussi c'est l'avantage de l'ECM, c'est qu'il y a peu de turnover en fait en ECM. Il y en a beaucoup plus dans d'autres métiers de l'IB. En ECM, moi, enfin de mon expérience, d'ailleurs par exemple moi ça fait 4 ans que j'y suis. En fait, il y a un vrai changement en fait entre VP et directeur, mais globalement, beaucoup de personnes vont jusqu'à VP senior en ECM. Puis après, soit veulent continuer dans cette voie et continuer en directeur, soit veulent faire autre chose. Mais il y a beaucoup moins de turnover qu'en M&A ou dans d'autres métiers où globalement, on va dire l'espérance de vie, c'est 3 ans, quoi. Alors, et toi, plus personnellement, c'est quoi tes projets pour le moment? Alors, ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais dire aux candidats, c'est qu'il ne faut pas arriver en entretien et dire mon rêve, c'est de rejoindre Société Générale et j'ai envie de faire 30 ans de banque. En fait, ça n'existe pas. La plupart des gens avec qui je parle en banque, c'est des gens qui, même des seniors, qui se disaient j'aime ce métier, je vais le faire, je fais ça 3 ans, 5 ans, puis après on verra. Et en fait, c'est comme ça qu'on avance, c'est plus pas à pas, et de se dire moi, moi personnellement, quand j'ai commencé, je me suis dit je ferai 4-5 ans, après on verra. Je suis au bout de 4 ans, et le on verra, c'est j'ai envie de continuer, donc je continuerai encore, je me dis je continue 3, 4, 5 ans, et on verra. Et en fait, c'est pas à pas qu'on découvre en fait, entre guillemets, un autre métier, parce qu'on a un autre rôle. Et donc, c'est que pas à pas qu'on peut savoir vraiment où on sera plus tard. Mais moi, si je devais donner où je me vois dans 10 ans, ce serait pas forcément en finance. J'aimerais bien être à mon compte et faire du conseil, justement, parce que comme je disais, j'aime beaucoup conseiller. Et donc, que ce soit du conseil en gestion de patrimoine ou du conseil en école pour des métiers, etc., de la finance. Donc, c'est plutôt dans cette voie-là que je me vois dans 10 ans, même si, globalement, comme je dis, je me donne encore 4-5 ans en ECM. Si dans 4-5 ans, j'adore le métier, je me dis, je rêve d'être directeur, je continuerai dans ce métier. On arrive, Sébastien, à la fin du podcast, mais il reste une partie traditionnelle chez nous, c'est le quiz du Choose Your Career. Alors j'en rappelle les règles, c'est des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de ton côté. Ok. Si tu devais définir le SEM en un seul mot, cela serait lequel? Je dirais croissance. Croissance de l'entreprise, croissance des cours de bourse, croissance de la visibilité des entreprises. Donc je dirais peut-être croissance. La plus grande qualité pour évoluer en ECM? L'agilité, je pense. Agilité, parce qu'on travaille sur plein de choses différentes et c'est ça qui rend le métier intéressant. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de me faire confiance et d'essayer comme je le fais aujourd'hui en fait, de parler avec le plus de monde possible pour comprendre en fait les divers métiers de la finance. L'erreur que tu as faite et que tu ne referais plus aujourd'hui? Je dirais, l'erreur que je faisais peut-être, c'était en école, au début en fait, je mettais peut-être trop la pression, j'étais peut-être un complexe d'infériorité où je me disais les gens savent plus de choses que moi. Mais en fait non, avec le recul maintenant, je me dis que, et en connaissant les plus jeunes, je me dis que en fait tout le monde connaît autant de choses, c'est juste une question de travail, de curiosité et de discussion avec les autres. Un mythe sur la finance que tu aimerais déconstruire? Je dirais que le mythe, c'est la finance et j'y comprends rien. En fait, il y a énormément de gens qui sont pas en finance et qui disent je comprends rien à la finance. Pour moi, c'est pas forcément compliqué, il faut juste s'y intéresser. Si tu ne faisais pas de l'ECM, tu ferais quoi? On va sortir de la finance pour être un peu plus diversifié. On va dire que je serai entrepreneur dans le sport business. Une anecdote que tu as peu partagée et que tu aimerais nous raconter aujourd'hui? Je me suis retrouvé après un an dans la banque, je me suis retrouvé au Ritz avec un management du CAC 40. Le conseil que tu donnerais à l'étudiant que tu étais à l'EDEC il y a quelques années? C'est encore un peu ça, c'est de me faire plus confiance et dès le début, ne pas me dire je fais ce stage pour faire ce stage pour faire ce stage, mais c'est de me dire ok, j'ai les compétences nécessaires pour faire ce que je veux, donc je vais postuler et puis je fonce. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi.